passe vite, c'est toujours bien. Alors, on avait dit que l'amour qu'on doit donner aux enfants doit être absolument gratuit. C'est un des fondements les plus importants. Alors ça veut dire quoi? On va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est gâter les enfants? Qu'est-ce que c'est pas gâter les enfants? Quand est-ce qu'il y a un risque de gâterie? Il y en a qui se sont perdus. C'est pas grave. Non, mais tu devais venir. C'est pas grave, tout va bien. Là, c'est en quel honneur tout ça? Moi, ça s'appelle... Blainara. Alors, on y va. Que Dieu te protège. Donc, l'amour qu'on doit exprimer aux enfants doit être gratuit. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on les gronde, c'est pas le moment de leur dire je t'aime beaucoup, mais c'est pas le moment. Mais il ne faut pas que les expressions d'amour, d'affection, soient toujours liées à un résultat. Ça, c'est une très grave erreur. Par exemple, il a amené une bonne note, grand bisou. Il a amené, il se comporte bien. Alors là, je t'aime beaucoup. Et quand il se comporte pas terrible, c'est ça que je cherche. alors il n'y a pas d'amour. Ça, c'est très mauvais. On va voir pourquoi. Il y a une place là. Hein. Non, mais je te donne celle qui est confortable. Vous avez une place ici. Donc on a dit, là, on avait dit la semaine dernière, on avait bien précisé que c'est très important d'exprimer continuellement l'amour. Il ne faut pas que ça soit, pas avoir peur de montrer, de révéler à nos enfants qu'on les aime. Très important. Maintenant, il faut faire attention que la séquence de ces amours, de ces manifestations d'amour, ne soit pas liée à des résultats. C'est-à-dire que si on ne l'aime, on lui sourit, on l'embrasse que quand il réussit quelque chose, on lui envoie un message qu'on l'aime à condition. Or, une des pires catastrophes dans l'éducation, et il y a eu des familles qui ne comprenaient pas ce qui arrivait avec les enfants, c'était des familles amoureuses, aimantes, sympas, équilibrées, mais les enfants sont sortis plus ou moins tordus à cause de ce problème-là. Parce qu'il y avait un inconscient familial, pas collectif, mais familial, où genre, l'amour se monnayait. Tu es gentil, tu as des bons résultats à l'école, alors on t'embrasse. Tu es gentil à la maison, on t'embrasse. Mais si c'est moyen, si c'est... Non, il faut que l'amour soit indépendant de... Alors, c'est très important, pourquoi? Parce que l'amour n'est pas une marchandise, bien sûr, mais surtout, c'est pas une récompense, et c'est avant tout la colonne vertébrale d'une stabilité. L'enfant, quand il sent qu'il est aimé, no matter what, quel que soit ce qui se passe, il sent, ça lui donne une structure, une colonne vertébrale pour toute la vie, et c'est la base du chinois. Ça va lui donner une sécurité, un équilibre qui est indispensable pour l'existence. S'il sent que l'amour est conditionné à des résultats, et que non seulement ça lui apprend qu'il n'est pas vraiment aimé, mais qu'il n'est aimé que si on attend des choses de lui, ça va créer chez lui un mensonge, il va être menteur. Très souvent, les enfants, ils mentent. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'amour est négociable. Si je montre du bien, alors je veux cet amour, donc ils vont mentir pour l'avoir. Parce qu'ils s'avèrent dans un monde du donnant-donnant, un monde de l'échange, donc un monde qui favorise le mensonge, et surtout, ça va leur donner une tension. Des fois très... Vous savez pas, tout ce que je dis, c'est ce qu'on dit, c'est des grands principes qu'il faut prendre, pas avec des pincettes, mais il faut prendre... Ça peut être énorme, moyen, petit. Même dans les bonnes familles, des fois, il y a un petit peu ce problème. Des fois, il y a moyennement ce problème, des fois, c'est flagrant qu'il y a ce problème. Mais ça peut nous arriver à nous sans faire attention. Je veux dire, ça peut arriver sans faire attention. Donc, ça va donner une tension, des fois petite, des fois moyenne, des fois très grande, affreuse, où l'enfant va être dans une insécurité, est-ce qu'il est aimé par ses parents? Et très souvent, ça donne le résultat contraire. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font pour savoir s'ils ont aimé quand ils savent plus s'ils ont aimé? Qu'est-ce qu'ils font? Des bêtises. Des bêtises. Ils font des bêtises, ils sont agaçants, ils sont insolents, ils font des fous, parce qu'ils veulent essayer de voir jusqu'à où ils vont pousser la limite, jusqu'à où, parce qu'ils ne savent pas que leurs parents les aiment. Donc ils veulent voir, ils veulent eux-mêmes inconsciemment explorer la limite. Donc ils font toutes des ch'touillottes inimaginables. J'ai une question. Oui. Si justement on montre l'amour sans condition, sans qu'il soit conditionné à ce résultat, l'enfant ne va-t-il pas profiter également pour faire ses bêtises en disant tout simplement, de toute façon, dans mon... Très bien, vous posez la bonne question, c'est notre prochain sujet. Est-ce que l'amour inconditionnel n'amène pas à la gâterie qui amènera une des... Alors, les deux grandes erreurs, ça c'est une erreur très souvent, partagée par des parents même très bien, qui disent j'ai été dur avec mes enfants, pourquoi est-ce que je ne voulais pas les gâter? Je voulais leur apprendre que la vie est dure, je ne voulais pas en faire des mauviettes, etc. C'est catastrophique, ça fait le pire des résultats. Donc il y a deux grandes erreurs
deux grandes erreurs, pour parler français, deux grandes erreurs à éviter. Lesquelles sont-elles? Un, gâter son enfant. Deux, ne pas le gâter parce que on a peur qu'il devienne dur. Pas dur, enfin qu'il devienne gâté. Alors, on commence ensemble. Quelle est la limite de gâter et pas gâter? C'est quoi la limite? Alors c'est très simple. Gâter, c'est la pire des choses, c'est une des pires choses. C'est d'être réactif au désir de l'enfant, c'est à lui passer tous ses caprices. C'est-à-dire sacrifier nos principes éducatifs, nos principes de Torah, nos principes de relation, au nom du bien-être de l'enfant. Ça, c'est la catastrophe. Quand l'enfant, il sait qu'il peut avoir ce qu'il veut en criant, en criant par terre, on ne rentre jamais là-dedans. Là, il faut même être dur. Il n'est pas question de céder sur les principes halachiques, les principes moraux, les principes éthiques, les principes de respect que l'enfant doit aux parents et de respect minimum qu'il doit entre frères et sœurs, sous principe qu'on a peur qu'il va nous faire une crise, sous principe qu'on a peur de le blesser, sous principe qu'on l'aime trop. Ça, on détruit l'enfant. Aussi simple que ça, on le détruit. Pourquoi? Parce que, quel que soit l'âge. Même à 2-3 ans, s'il fait le foot très gentil, on va pas le frapper. Tu dis non, c'est non, mon petit-fils, non, c'est non. Et on ne cède jamais à ses enfants. Gâter la racine, c'est pour ça qu'il faut faire attention à en parler. Il ne faut pas dire non ou oui trop vite. Parce qu'après, on peut plus dire. On peut plus revenir derrière. Et des fois, on dit non bêtement. Oui. Des fois, on dit non, je veux pas que tu aies joué. Pourquoi? Dans un jardin, c'est gardé. C'est les filles des voisins qui sont très bien, il n'y a pas de problème. Bon. Pourquoi vous avez dit non? Parce que j'ai dit non. Ben, c'est pas comme ça. Parce qu'il faut réfléchir avant de dire. La meilleure réponse, c'est de laisse pas réfléchir. On réfléchit. Je vais te donner la réponse en quelques minutes. D'abord, ça apprend que l'enfant, ça donne à l'enfant que les parents ne répondent pas n'importe quoi. Oui. Et en plus, ça nous permet à nous de nous prémunir, de ne pas dire un non ou un oui anticipé, qu'on n'a pas vraiment réfléchi. Qu'on va être obligé après de se dédire ou bien de céder, c'est la cata. Donc, être cohérent, quand c'est un non, c'est un non, quand c'est un oui, c'est un oui. Ça, c'est la bête de l'éducation. Mais, il faut que ça soit raisonné, pas n'importe quoi. Et aussi, alors on a dit, si on cède aux exigences, aux désirs, aux caprices, on est soumis au feu du désir de l'enfant et on renonce à nos principes pour le satisfaire, c'est catastrophique. On tue l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de 3 choses pour grandir. Il a besoin, 1, d'une colonne vertébrale qui sait qu'il y a des exigences, que 2, qu'on croit vraiment en lui. Alors, c'est quand on lui cède, c'est qu'on ne croit pas en lui. L'enfant sait très bien, pas tout de suite, mais au bout des années, qu'en vérité, pourquoi vous l'avez gâté? Pourquoi vous l'avez gâté? Parce qu'en vérité, vous voulez votre propre plaisir, du bonheur d'être père ou mère. Et que vous n'avez pas pensé à lui, parce que si vous avez pensé à lui, vous n'aurez pas tout cédé. Vous aurez pensé à son bien, même au prix d'une désagréable relation. Donc, vous allez rentrer dans rien à la place. Tu viens pour le cours? Ah, d'accord. Donc ça, il faut bien savoir que c'est une catastrophe. Gâter son enfant, on va traduire gâter son enfant, ça veut dire céder sur nos principes éducatifs, rhétoriques, éthiques, pour avoir quelque chose d'agréable dans le rapport, ou parce qu'on n'a pas envie. C'est l'antithèse de l'éducation. C'est détruire son enfant. C'est détruire son enfant. Parce que l'enfant a besoin, 1, de cette colonne vertébrale, 2, de la confiance. Il sait qu'on peut... Parce qu'il n'y a plus confiance après aux parents. C'est plus la référence qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce qu'il sait que c'est le désir qui l'emporte et que à la fin, donc il n'a plus confiance, il ne croit plus en ses parents. S'il ne croit plus en ses parents, à un moment donné, il ne croira plus à la Torah. Parce que tout est brouillé. Et il a besoin qu'on le respecte. Or, le respecter, c'est lui imposer des obligations. Donc ça, c'est très très important de ne pas tomber dans cette dérive de gâter son enfant. Mais d'un autre côté, alors on a dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'amour, du bonheur, bon bien sûr, tout ce qui n'est pas contre les principes, tout ce qui n'est pas contre la Torah, tout ce qui va dans le sens de quelque chose de bien, ou même de neutre, pourquoi se priver d'exprimer d'amour à l'enfant? Pourquoi ne pas être avec lui? Pourquoi ne pas installer une complicité? Pourquoi ne pas... c'est bien qu'il veut du chocolat maintenant et que c'est pas mauvais. Alors super, on va lui donner la joie. Donc c'est ça la seule question qu'on doit se poser, est-ce que en lui donnant de l'amour, des sucreries, des gâteaux, des jouets, tout ce que vous voulez, est-ce que ce geste est un geste constructif de rapport positif ou est-ce que je cède à une exigence de l'enfant? C'est ça la question, c'est ça qu'on doit travailler dans le rapport avec l'enfant. Qu'on ne peut pas céder. Et quand il vous demande quelque chose, vous n'avez pas pensé, genre, tu m'achètes un train électrique, là, tu m'achètes.
Il ne faut jamais dire oui ou non tout de suite. Il faut lui montrer à lui-même que ça va dans un projet, lui dire pourquoi est-ce que tu veux ça? Est-ce que ça va t'aider à aimer étudier? Est-ce que ça va t'amener à aimer plus la Torah, aimer plus Dieu? Est-ce que ça va développer tes midot tovot? Parlons. Si oui, oui, sinon non. Voilà, on va forcément trouver des occasions où ça va être bon, et on va lui donner. Il va se sentir, un, qu'on l'aime, deux, qu'on le gâte, mais pas dans les uns, et trois, que par contre, il y a des limites. Il y a des choses, c'est pas c'est non, c'est non. Et c'est pas bon pour toi, il n'est pas question de céder. Par contre, il faut être même cruel. Jamais nous céderons sur les principes, jamais nous céderons sur la halakha, jamais nous céderons sur l'obligation du respect qu'il a par rapport à ses parents, jusqu'à même les coups, jusqu'à même des punitions très dures, jusqu'à même ne pas avoir peur. Parce que ça, il vous le pardonnera toujours, votre enfant. S'il a été puni parce qu'il a fait des bêtises, il le pardonnera toujours. Parce que si on ne donne pas une structure à l'enfant, on ne le prépare pas à la vie. Très souvent, malheureusement, vous savez, dans les couples. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes de couple. Pourquoi? Parce que les parents des années 68 ont été des mauvais parents. Donc, ils n'ont pas su aimer. Hein. Donc, ça fait que quelqu'un qui n'a pas su aimer ou qui a trop reçu, gâté, il ne peut pas donner à l'autre, il pense qu'à lui. Quelqu'un qui n'a pas été aimé, c'est quoi sa réflexe? Quelqu'un qui n'est pas aimé, c'est quoi son réflexe? D'après vous? Non, pas forcément. Non, il pense qu'à lui, il va chercher de l'amour. Exactement. Il pense qu'à lui. Il se dit personne ne même. Alors moi, il faut que je me batte dans la vie. Il faut que je m'auto-protecte. Donc, il se crée un système égotique et égoïste. Il aura beaucoup de mal avec sa femme. Il aura beaucoup de mal avec ses enfants. Quelqu'un qui a une... Alors, il y a des gens qui se dépassent, bien entendu. Il y a de tout. Hein. On parle de grands principes et de grandes généralités qui peuvent après être contredits par des cas particuliers. Mais de façon générale, quelqu'un qui n'a pas été aimé par ses parents va développer un égoïsme, un égotisme pour se protéger. Il aura beaucoup de mal à donner à sa femme et à ses enfants. Et il aura beaucoup de mal à être un bon père, un bon mari. Ou une bonne épouse et une bonne mère. C'est plus chez les hommes que chez les femmes, ce genre de problème. C'est vrai. Mais ça existe chez les deux. Donc, l'amour, c'est pas du tout la gâterie, ça n'a aucun rapport. En vérité, c'est très souvent le contraire. Vous remarquerez très souvent les pères, pas beaucoup plus les pères que les mères. Bon, heureusement, on a un monsieur ici. Ils gâtent leur enfant, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se justifient pour compenser une incapacité d'amour ou même un manque d'amour. Donc, il achète ce qu'il veut. Oui, du moment que tu me laisses faire mon business, tu te veux une petite voiture, bien sûr, achète-la. C'est-à-dire qu'il lui donne tout ce qu'il veut, parce qu'il n'aime pas. Et l'enfant sent ça. Vous vous rendez compte ce que ça crée comme psychisme. Donc, très souvent, on donne pour se débarrasser du devoir d'éduquer et d'aimer, qui est bien sûr catastrophique par rapport à l'amour. Donc il ne faut pas mélanger. Donc il ne faut pas. On est aussi Vas-y, exprime. Non, on n'est pas ici à un cours de psychologie. On parle en termes généraux, pas en termes particuliers. Donc l'amour, c'est avant tout une relation, un rapport inconditionnel, et que ça, c'est la clé du rythme. Maintenant. Ouais. Exactement, ça on vient de dire. Maintenant. Bon, il y a des exemples que je connais, je vais vous donner un exemple très simple qui est rapporté. Il y avait un couple qui avait un enfant insupportable, qui faisait un sang, qui cassait tout. Et il lui disait, le père avait c'était il y a longtemps, avait une machine à écrire. Mais surtout, tu ne touches pas cette machine à écrire. Et l'enfant, bien sûr, dès que le père n'était pas là, il est touché. Un jour, il arrive, et le père rentre plus tôt, il voit l'enfant qui tombe à la machine à écrire. L'enfant est tellement saisi d'effroi qu'il prend la machine, il la casse par terre. Le père, il vient pour frapper son enfant, terrible, et il arrête de le frapper. Et il voit dans les yeux de l'enfant une terreur, un tremblement terrible. Et il dit, écoute, ça m'a beaucoup contrarié, ça m'a coûté beaucoup d'argent, je t'avais dit, je suis encore plus content que tu ne m'as pas écouté, mais tu me regardes comme un étranger. Tu me regardes comme un étranger, tu me regardes avec terreur comme si j'étais un bourreau. Et ça, je peux. Et il a dit, mais tu sais que je t'aime. Et l'enfant s'est mis à hurler, a dit, tu ne m'aimes pas, tu préfères mon frère. Il s'est mis à... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Et les enfants, Minachamé, ces parents-là, ils ne comprenaient pas pourquoi, quand on leur disait vous n'aimez pas, voilà, c'est bon, mais tu n'aimais jamais mes enfants. Il a compris ce qu'il... D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il dit j'ai aimé mon frère? Tu aimes mon frère, et pas moi. Parce qu'il réprimandait peut-être pas assez. À qui? À celui qui justement... Non, il n'arrêtait pas de le réprimander, justement. Alors trop. Non, à l'autre frère, il ne devait pas lui dire je touche pas à la machine.
Non, il disait à tout, mais le petit était un petit frère, il est de 3 ans. Non, alors c'est ça la différence. C'est que le petit, regardez, parce que ça ne suffit pas, et là on va parler d'un problème très important. Ça ne suffit pas d'exprimer l'amour. Il y a une ambiance qui conditionne l'expression de l'amour. Le petit frère, tout à l'heure, il avait 3 ans, c'est contre que du bonheur, on lui sautait les genoux, la vie est belle. C'est pas qu'ils n'aiment pas le grand frère moins, mais tout le rapport d'amour, il est toujours conflictuel. Il n'y a pas d'ambiance. On va parler d'un des points très importants dans l'éducation, qui est qu'il faut qu'il y ait une décontraction dans les rapports. Une atmosphère familiale va être aussi importante que le contenu du discours ou les gestes éducatifs qu'on va faire. Or cet enfant, il voyait quoi lui? Il voyait qu'avec le petit bébé de 3 ans, il n'y avait jamais de conflit, il n'y avait jamais de truc, il n'y avait qu'un rapport d'amour positif. Et qu'avec lui, bien sûr, il y avait de l'amour, mais que c'était comme il sentait ces parents-là avaient l'habitude, effectivement, de faire dépendre leur tendresse d'un résultat scolaire, d'un résultat de bonne éducation, de façon d'agir. Donc avec lui, ça ne marchait jamais. Donc il avait l'impression que l'enfant qui n'était pas encore dans l'exigence, en d'autres termes, ces parents-là pouvaient aimer l'enfant de 2, je ne sais pas quel âge, il avait 2 ou 3 ans, où il n'y avait pas d'attente de lui, parce qu'il était trop petit. Donc il lui donnait un amour inconditionnel. Lui, il l'aimait autant le grand. Mais comme ils étaient déjà, il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, je sais pas quel âge il avait, on attendait des résultats. Donc on conditionnait l'amour. Donc l'enfant, il enregistre quoi? Qu'il aime le frère, pas moi. Parce que tu vois que le frère, l'amour est inconditionné. Et moi, mon amour est conditionné. Ah, il n'a pas compris, le bébé à 12 ans, que à 5-6 ans, l'enfant aussi passera à la casserole, lui aussi on lui demandera, mais il n'a pas compris ça. Donc il croit qu'on aime le frère, pas moi. Donc c'est pour ça qu'il faut, même dans des rapports difficiles avec les enfants, au début, après il faut essayer d'arranger ça, avoir des plages relationnelles et d'atmosphère qui ne rentrent pas en jeu les problèmes éducatifs ou les problèmes il faut créer au moins, on va voir quand, il faut créer au moins 1, 2, 3, 4 fois par jour des moments qui ne sont pas liés aux problèmes. On va voir lesquels. Qui ne sont pas liés à nos conflits, qui ne sont pas liés à des échecs, qui ne sont pas liés à des problèmes qu'on doit traiter. Il doit y avoir des plages de pure relation d'amour, de pure relation de bien-être entre nous dans la famille. Il faut bien comprendre qu'un enfant, il est égotique. C'est que quand il est né, il croit que tout est qu'il n'y a que lui qui existe. Après, il voit sa mère, après, il voit son père. Et un petit enfant qui entend du bruit dans la rue, il croit que c'est pour lui. Quand il entend un chien, il croit qu'il aboie pour lui, contre lui ou pour lui. Et après, il prend conscience qu'il y a autre chose que lui. Ce qu'on appelle, en psychologie, ils connaissent très bien déjà ça, c'est la notion que il y a le stade du miroir, où tu comprends que tu n'es pas le seul au monde. Mais en vérité, ça reste toute sa vie comme ça. C'est-à-dire que l'atmosphère dans une maison, l'enfant inconsciemment, surtout les enfants, vont croire qu'ils en sont responsables quelque part. Donc quand on est dans une atmosphère tendue, d'engueulade, de cris, l'enfant est non seulement détruit parce qu'il a une mauvaise atmosphère, mais il culpabilise que la maison ne va pas bien. Parce qu'il croit que c'est directement lié à lui. Un enfant, tes parents crient, il a peur. Pourquoi est-ce qu'il croit que c'est à cause de lui qu'on crie? Donc il est très important de créer des atmosphères, d'abord tout le temps le plus, jamais se crier devant l'enfant, jamais, mais même de façon générale qu'il y ait des atmosphères le plus détendues possible. Maintenant, comme c'est dur pour beaucoup de gens, surtout en Israël, la vie est dure, beaucoup de gens viennent de parents névrotiques, il y a toutes sortes de choses, les juifs ne sont pas des gens très calmes. Donc il y a beaucoup de facteurs qui pourraient faire que donc il y a au moins 3 moments dans la journée, il y a au moins 3 moments dans la journée où il faut essayer de créer une atmosphère de paix. Lesquels? Le repas déjà. Le repas, bien sûr. Avant tout, quand il va dormir. Au moment où il va dormir, c'est très important, il faut régler tous les comptes avant d'aller dormir. On n'envoie pas un enfant dormir fâché. On règle les comptes. On fait la paix. On l'embrasse. Il faut qu'il aille dormir dans la douceur, dans la tendresse et dans l'amour. Parce que le sommeil construit psychiquement énormément de choses. Donc il n'y a pas besoin d'être un psychanalyste freudien. Si ça se passe très mal avant de coucher, oh, la nuit ça va fulminer dans son cerveau. Et c'est pas forcément après, ça sera des gouches, ça sera des nœuds qui seront difficiles à enlever. Avant de dormir, le shalom. C'est pas d'ailleurs pour le shalom bait. Quand on sait, il vaut mieux dormir 2 heures plus tard, mais régler le problème avant d'aller dormir. On ne dort pas avec une rancune
et de la rancœur par rapport à son conjoint. La même chose quand il se réveille. Le réveil peut être une fête. C'est pas le moment dès qu'il se réveille. Oh, je t'avais dit, t'as encore une mauvaise note. Quand il se réveille, on fait une petite fête. On prépare un jus d'orange, on prépare les gâteaux qu'il aime. C'est pas le moment de parler. D'ailleurs, c'est pareil pour le Shlom Bayit. Tout ça, c'est les mêmes choses pour le Shlom Bayit que pour. C'est pas. Il y a des moments, on est là, on va s'engueuler à 2h, mais pas maintenant. Ah, le matin. Prenons rendez-vous pour s'engueuler à 12h. Bon, mais pas maintenant. Avant de se coucher. Le matin, en se levant, c'est pas le moment de s'engueuler. Alors, monsieur Lasmi, prochaine fois, faites, la moitié n'est pas là à cause de vos réunions, là. L'éducation, c'est plus important que le boulot. Vous qui êtes un Talmid Chacham, vous allez comprendre que les midot Torah, c'est plus important que l'argent. Si on s'auto-éduque tous. Ah, il y a réponse à tout, le patron. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait. Des moments pour s'en éviter. Le réveil. Rendez-vous pour s'engueuler. Voilà, rendez-vous pour s'engueuler. Le matin, le réveil, c'est une fête, le réveil. Ça doit être le bonheur enchanté. C'est la vie. On accueille la vie. On fait un bon petit déjeuner. On a un petit moment ensemble. On discute. Mais surtout, on a des problèmes, c'est pas le moment d'en parler. On ne parle pas des problèmes le matin au réveil. On ne parle pas des problèmes avant de se coucher. Ça, c'est au Shlom Bayit, mais c'est pareil avec les enfants. On ne parle pas des problèmes le matin. Le matin, il doit avoir une sécurité qui dit on va lui donner à manger, on va passer un super moment ensemble. On est ensemble, c'est pas le moment de. C'est pareil avant de dormir. C'est pareil quand il revient de l'école ou qu'il revient de l'école. On n'ouvre pas la porte. Alors, t'as encore eu 0? Non. C'est. Oh, qu'est-ce que. T'as une sale tête, qu'est-ce que t'as encore fait? Non, c'est très mauvais ça. L'enfant doit être accueilli. L'amour a appelé. Ah oui, même si l'amour a appelé. Même si l'amour a appelé. Ah, qu'est-ce que tu m'appelles l'amour? Non, tu ouvres là. Tu ouvres la porte, tu l'accueilles, un grand sourire, tu veux un café, tu veux un coca, tu veux ce qu'il y a. Ça, c'est très important. On parlera de ça plus tard. Il faut bien savoir que ce genre d'attitude, ça favorise, quand le matin on fait ce qu'il faut, ça favorise, la concentration, ça enlève la tension, ça enlève l'agressivité. Il faut savoir que les enfants qui ont une tension, quand on enlève, ça leur donne de l'agressivité. Donc on enlève l'agressivité, la tension, on lui permet de mieux se concentrer. Donc on l'accueille avec un sourire, avec de la chaleur. Après, un quart d'heure, 20 minutes après l'accueil, schnack, qu'est-ce que t'as fait? Mais pas au début. Je sais pas, chacun fait son. Elle était calme. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 2 minutes pour les questions, parce qu'il y a une réunion à 2h30 ici. Une autre question qui se pose, c'est face à notre amour et la confiance qu'on va instaurer avec les enfants, nous, en tant que parents, quelle est la limite de la confiance qu'on peut accorder à nos enfants? La confiance, elle doit être absolue au début. Elle doit être absolue au début. On a toujours une crainte de quoi que ce soit, surtout quand ils sont adolescents. Ils sortent, tu as toujours peur, tu as peur avec qui? Moi là j'ai des grands et des petits, et j'ai peur toujours avec qui un adolescent pourrait... voilà, parce que malheureusement... Il y a une différence entre la confiance et la surveillance. Surveiller les enfants, il faut. Oui, c'est ça. Parce que moi j'ai confiance en mon fils, mais il n'a pas la notion que ce petit gars c'est un voyou. C'est ça. J'ai confiance en ma fille, mais elle n'a pas conscience que c'est une super pin-up, que le garçon va pouvoir la draguer, j'en sais rien. Ah non. Donc, mais j'ai confiance en elle. Mais elle n'a pas forcément les éléments pour se défendre par rapport au danger de la vie. Donc on la surveille, mais on lui fait confiance et on l'explique. Voilà, c'est ça. Bien, à l'école tout. Semaine prochaine, cours. Merci. Et après, vacances pour 3 semaines.